balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Ça sera le dernier numéro de ce mois, je crois, pour que nous puissions parler déjà du mois prochain, le mois de décembre. Je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas politique. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ramifications avec la politique. C'est le sujet de l'enseignement. Nos enfants ne vont plus à l'école comme il faut. Qui en parle? Ça dérange qui à la fin? Ces génocides intellectuels que nous subissons depuis des années, finalement, qui en parle? Quelles sont les structures qui en parlent? Aujourd'hui, j'ai invité la Ligue de la zone Afrique pour la défense des enfants élèves, l'ISADEL. Je reçois l'ISADEL pour parler de cette question essentiellement sur l'enseignement. On va un peu aller aussi sur l'enseignement secondaire, si vous voulez, universitaire, parce que c'est important de toutes les façons. C'est là que naissent nos génies, Mais alors, comment ça va se passer? On en parle tout à l'heure avec M. Joseph Godet Kayembe. Je rappelle d'abord que c'est un économiste de formation. Il a fait l'UNIKIN. On se rappellera des années, je ne sais pas, des tristes mémoires ou d'heureuses mémoires où l'on avait arrêté les étudiants, arrêté faire même l'université. Comment ils vivaient à leur moment. Et l'ISADEL, qui a aujourd'hui 26 ans, il occupe le poste du président fondateur. Comment allez-vous, monsieur Joseph? Je vais bien, merci. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Merci. On a beaucoup entendu parler de vous. Oui. À un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se bat pour les élèves et les enfants? Pourquoi il ne laisse pas ça au préfet des écoles, aux promoteurs des écoles? Pourquoi ça vous tient à cœur, les enfants et surtout les élèves? Je comprends. Je crois que les enfants devraient être une priorité pour la République. Oui. À travers le monde, quand la question concerne l'enfant, tout le monde se met debout. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. Il est innocent. Il n'a pas demandé de naître. Et puis, deuxièmement, c'est l'avenir de la nation. Si le monde doit évoluer, si le monde doit continuer, il faut que les nations se préoccupent des enfants. Parce que ces enfants, ce sont les personnes qui vont nous remplacer. Et je constate aussi que dans notre pays, les enfants sont marginalisés. Personne ne s'en occupe. Et les gens ont tendance à croire qu'ils sont éternels et que les enfants ne comptent pas. Est-ce que vous expliquez, comment vous expliquez un pays riche comme la RDC, mais que nous ayons un nombre très important des enfants qui ne sont pas à l'école et qui ne vont pas à l'école? Notre pays fonctionnait normalement. Ah bon? Le Congo, notre pays fonctionnait normalement jusqu'en 1984. Oh, mais on nous a dit que ce pays était mort depuis 1960. Ça, c'est raconter des choses. Ok. C'est raconter des choses. Lorsque M. Mobutu est au pouvoir, en 1965, je ne suis pas encore né en ce moment-là. il rend l'enseignement gratuit ou obligatoire. Attendez 2 secondes. C'est pas une nouveauté, la gratuité de l'enseignement? Ce n'est pas une nouveauté. Mobutu rend l'enseignement gratuit ou obligatoire. À partir de quel moment? Depuis 1965, quand il n'a plus le pouvoir. Aussitôt pris le pouvoir, il rend l'école gratuite. Gratuite et obligatoire. Comme Fatih le fait maintenant. Comme Fatih l'a fait aujourd'hui. Oh d'accord, ok. Nous avons étudié sans payer le frais. Vous avez étudié? Moi, je suis bénéficiaire. Ce ne sont pas des utopies? Ce ne sont pas des utopies. Toutes les personnes qui passent à la télévision, qui sont âgées, ont bénéficié de la gratuité de l'enseignement fondamental
primaire, secondaire et universitaire. Ah, mais non, monsieur Joseph, quand même, vous nous racontez. Je vous l'ai dit avec sincérité. Primaire, secondaire et universitaire. Gratuit. Gratuit. C'est cela jusqu'en 84. Attendez, de 65 à 84. L'enseignement au Congo était gratuit. Et de qualité. Et de qualité. Parce que nous avions le meilleur système éducatif pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Le meilleur système éducatif. Les gens quittaient leur pays, venaient sur la formation dans nos institutions universitaires au Congo. En 84. C'est en 84. Je ne suis pas encore né en ce moment-là. C'est en 84 que tout a basculé. Lorsque Kengwe est le Premier ministre. Vous étiez en quelle année en 84? Je suis en premier graduat. Premier graduat. Ah, moi, je n'ai aucune histoire en ce moment. Exact. Le problème qui tue notre pays, c'est l'histoire. Les gens ne connaissent pas l'histoire de ce pays. En 84, M. Kengwe est le Premier ministre. Il y avait des problèmes économiques, exactement. D'accord. Mais la Banque mondiale, les FMI sont venus proposer à M. Mobutu d'entrer en programme d'ajustement structurel. C'est cette politique d'ajustement structurel qui a détruit notre pays. Attendez, M. Joseph, revenons un peu. Dès 65 à 84, l'école, le système éducatif était fonctionnait de manière merveilleuse. Vous étiez à l'université en ce moment-là. J'étais à l'université en premier graduat à cette époque. Comment vous viviez à l'époque? À l'université, par exemple? Manger, boire, s'habiller, TP, syllabus, comment c'était organisé? À l'université, dès qu'il est midi, tous les étudiants allaient au restaurant. Les Aïrois? Tous les étudiants congolais allaient au restaurant. Ok. À midi. Chaque jeudi, on avait un poulet pour 2 personnes. Un poulet pour 2 personnes. Chaque jeudi. Un poulet pour 2 personnes. Mais c'est pas possible. À l'université. Gratuit. Je ne dis pas que vous mangez gratuitement, l'État vous loge, vous nourrit. Attendez, l'État vous loge gratuitement et vous nourrit gratuitement? Oui. Vous ne payez pas. Mais où est-ce qu'il trouvait l'argent cet État à ce moment-là? Le budget était à combien pour cent? L'État affectait à l'éducation 33% du budget. Ah, c'est pas possible. 33%. 33% du budget était affecté au système éducatif. Mais à partir de quand on est arrivé à 1%, à 2%? Du moment où nous sommes au Kengo Premier ministre, entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, où la Banque mondiale, le FMI perçoit à M. Mobutu, l'État qui compte financer le système éducatif, il y aura une masse critique qui va vous empêcher de permettre à ce que vos enfants puissent hériter le pouvoir. Mobutu a cédé. Le budget part de 33% à 1%. Mais la Banque mondiale qui finance aujourd'hui l'enseignement, qui est derrière nous pour nous dire que nous voulons former des cadres, c'est la même Banque mondiale. Il ne faut pas rêver que la Banque mondiale va former les cadres ici. Or, tout ça sont des utopies. Les gens rêvent. Moi, je suis l'histoire de ce pays-ci avec la Banque mondiale et le FMI. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation compliquée. Même lorsque M. Blumenthal est arrivé, c'était de la farce tout simplement. Blumenthal est venu contrôler, c'est effectivement lui, c'est lui qui est venu contrôler la gestion et qui s'est rendu compte qu'on était en faillite et qui a expliqué à M. Mobutu qu'il y avait lieu qu'il puisse emprunter l'argent au niveau de la Banque mondiale et bénéficier de l'accompagnement de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous sommes tombés, le budget social consacré à l'éducation, la santé. Nous avions le meilleur système de santé dans ce pays. Oui. Le Sud-Africain venait se faire soigner à l'université de Kinshasa. Aux cliniques universitaires là. Aux cliniques universitaires là. Le meilleur système de santé était au Congo. Le meilleur système éducatif était au Congo. Jusqu'en 84. Ce n'est qu'en 84, quand le budget de l'éducation est descendu à 1%. De la santé. De 30 à 1%. À 1%. Le budget de la santé, qui était de 10%, est tombé à 0,00. C'est pourquoi le système sanitaire sont tombés. Mais est-ce que vous imaginez le désastre finalement? Mais ça, c'est un suicide collectif. Exactement. C'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé que la Banque mondiale et le FMI devraient indemniser notre pays. Et ça ne préoccupe aucun intellectuel. Ce sont eux qui ont détruit notre système de fonctionnement normal. Ils ont sémé la peur dans Mobutu en nous disant... Mais est-ce que c'est vrai aussi ce qu'on nous raconte qu'on disait à Mobutu, si tu construis des routes, eh bien les rebelles passeront rapidement? Exact. Ce sont les mêmes personnes. C'est pas possible ça. C'est un complot. En fait, la pauvreté au Congo, c'est un complot international. J'ai toujours dit que c'est un complot international. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer en plein 20e siècle qu'on n'ait pas de route. Et d'ailleurs, quand on vous dit qu'il y a des financements qui viennent, par exemple, de l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne amène au Congo chaque année 1 milliard d'euros. C'est investi dans quel secteur qui peut booster le développement? Dans quel secteur? Il faut me poser la question. Oui, allez-y, dans quel secteur? On ne touche pas l'éducation. On ne touche pas la route. Mais quand vous dites, on ne touche pas. Qui construit des routes alors? On ne touche pas le système éducatif. Le sanitaire. Non,
on ne touche pas l'énergie. Parce qu'il y a 3 secteurs qui peuvent booster le développement d'un pays. Ok. Il y a L'éducation, les routes, il y a les routes et et l'énergie. l'énergie. Effectivement. Parce que l'énergie attire les investisseurs. Quand il n'y a pas d'énergie, comment vous allez vous développer l'industrie? Ok. Quand il n'y a pas de route, comment évacuer les produits? Mais est-ce que, M. Joseph, est-ce que ce n'est pas la déchéance de l'élite congolaise aussi en partie? Non, vous comprenez que quand on détruit l'économie, on détruit ce qui doit permettre aux hommes de pouvoir réfléchir. Le reste, c'est automatique. Parce que l'étudiant à l'université, qui après avoir mangé, réfléchissait sur la politique, il est privé de cette opportunité. Il est préoccupé à manger Il est qu'à préoccupé réfléchir. comment trouver à manger, que réfléchir, comment notre pays évolue. Et ça, c'était fait exprès. Ça, c'est l'étude de l'homme blanc qui a expliqué à Mobutu. Il y avait lieu de faire ça pour empêcher de temps en temps des révolutions dans les milieux universitaires. Et en ce moment-là, Mobutu est satisfait d'avoir son pouvoir, Oui. mais sans un peuple qui réfléchit. Et donc, on peut facilement le renverser et ce peuple ne comprendra pas. Oui. Parce qu'il n'a pas été... Ah, mais c'est un véritable plan qui a marché, alors. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Aujourd'hui, il y a une véritable débâcle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup les intellectuels que nous avons sont les intellectuels des cartons. En fait, la classe intellectuelle congolaise, c'est la manière dont il se comporte, politique, la manière dont il se comporte aujourd'hui, c'est à la suite du fait qu'il n'a pas eu suffisamment de formation nécessaire pour être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de notre pays. Nous sommes en 1990, on vous voit, en 89, je crois, lors de consultations, vous êtes parmi ceux qui disent non directement à Mobutu, vous vous opposez à ce système, vous proposez une alternative. Comment ça se passe en ce moment-là? Lorsque M. Mobutu décide de mettre en place, de mettre fin à la prise en charge de l'éducation, je suis en premier graduat, ça m'a révolté. Comme à l'époque, à l'université, il y avait la coalition Est et coalition Ouest-Est. Moi, j'étais élu président de la coalition Est. J'ai commencé à faire la politique à l'université. Et arrivant en 89, j'ai décidé de faire la révolution. Je suis en dernière année en économie. J'ai décidé de faire la révolution pour que qu'on puisse chasser Mobutu. Ah, donc vous étiez parmi ceux qui voulaient chasser Mobutu. Pour chasser Mobutu. Pour avoir accepté. L'UDP s'était déjà affaibli, tu sais qu'il était resté seul, et qu'il tout le monde était déjà parti, il s'est déjà nommé des ministres, tu sais qu'il était resté seul, l'UDP s'était affaibli. Mais, comme Mobutu, je savais qu'il avait abandonné le bon chemin qu'il avait pris, en détruisant, en suivant le processus, ou sinon la politique d'action structurelle qui affaiblit le pays, je me suis dit, ce type, si moi je pars, le laisser au pouvoir, donc je ne sais pas qui peut le balancer. J'ai organisé la révolution en 89, qui a débouché sur la fermeture de toutes les universités. Toutes les universités, quand on a réouvert, et on a continué à parler. Les Congolais ne parlaient pas. Tous les Congolais ici ne parlaient pas. Ce n'est pas une autre révolution que les gens ont commencé à parler. Vous avez été inspiré par qui? Par la lutte de Etienne Tshisekedi? Non, c'est que j'étais révolté. Oui. J'étais moi-même, depuis tout le temps, j'étais révolté, tout jeune, et révolté de la manière dont le pays était géré. J'étais révolté. Et je me dis qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que M. Mobutu perde son pouvoir. Parce qu'en réalité, vous avez commencé bien les études, vous avez étudié gratuitement, au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, et arrivé à l'université, paf, quand il met fin à la prise en charge de l'éducation, j'ai vu tout de suite que toutes les débâcles que nous vivons aujourd'hui, la situation que nous vivons, je l'avais déjà vue. Et c'est là qui m'a mené à pouvoir organiser une révolution. Et cette révolution a débouché sur la consultation populaire qui a mené Mobutu à pouvoir mettre fin au parti unique. Et depuis 26 ans, vous militez pour la gratuité de l'enseignement à toutes les échelles. Je me suis investi parce que quand j'ai fait les études, j'avais des opportunités de travailler à la Banque centrale, Yabou Chabani, ou bien le FIDA, mais ils m'ont reçu tous les deux. Je l'ai commencé au travail. J'ai dit, mais si je vais travailler pour avoir une maison, un véhicule, pendant qu'il y a des enfants, des millions d'enfants qui ne viendront pas à l'école, pendant que les filles sont violées à l'université pour passer des classes, mes collègues, ils doivent pouvoir enlever son sous-vêtement. Donc ça va finir comme s'il n'y a personne qui en parle. Voilà ce qui m'a amené à prendre la grande décision de pouvoir créer l'organisation qui peut plaider auprès de Mobutu pour que nous puissions, qu'il revienne à la décision de prise en charge de l'éducation et en même temps mettre en place le mécanisme de prise en charge des femmes qui sont victimes de violences et mener le plaidoyer pour qu'il y ait des lois qui doivent sanctionner les personnes. Je vais d'ailleurs dire aussi, en passant, on va peut-être parler de ça prochainement, vous avez été très consterné, même gêné, quand vous avez appris qu'une femme portait un enfant de quelqu'un et vous avez fait des investigations, vous êtes tombé sur des faits qui vous ont certainement troublé.
On en parlera certainement un autre jour. Oui. Très bien. Alors, aujourd'hui, parlons déjà de cette histoire, de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas un mot nouveau, vous le dites, c'est un ancien combat que vous voulez finalement faire revenir. Mais comment vous expliquez que 26 ans après, seulement, que l'on puisse parler de la gratuité de l'enseignement? Que faisait Kabila le père à l'époque? Que faisait Joseph Kabila en son temps? Est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Nous sommes... La manière de faire, c'est de plaidoyer pour pouvoir obtenir le changement de politique en faveur des classes sociales. Depuis 1994, Mobutu était encore au pouvoir. Kengo était Premier ministre. Nous avons fait des plaidoyers, nous avons fait des mémorandums, nous avons fait des conférences de presse. À l'époque, il y avait des chaînes de télévision. Il y avait RTNC et TKM. Et TKM était géré par Kibambi Shinto. Kibambi Shinto me donnait l'espace pour parler des droits des enfants. Et quand on en parlait, personne ne pouvait croire. Quand on parlait des droits des enfants, l'éducation, des droits des enfants, personne ne pouvait le croire. Et nous avons fait cela. Nous sommes battus pendant ce temps-là. Ça n'a pas tourné. Nous sommes partis. Quand Kabila, le père est venu, nous avons fait les mémorandums. Nous avons rencontré les ministres de l'EPST, Kamar Wakaimar, je crois, il est déjà décédé. Et nous avons fait des mémorandums pour démontrer que l'enseignement devrait être gratuit obligatoire de par le fait que nous avons pris l'engagement avec la communauté internationale à travers la convention relative aux droits de l'enfant que nous devions rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Pourquoi ça doit traîner? Pourquoi on ne doit pas le faire? Et malheureusement, il est décédé. D'ailleurs, lui-même, je le félicite parce que j'ai constaté que dans le processus, j'ai constaté que même au niveau de l'EPSP, il y avait déjà un processus de mise en place de cours d'éducation civique. Parce que je vous rappelle que du temps de Mobutu, il n'y avait pas le cours d'éducation civique, il y avait le cours de Mobutisme. Ah, c'était le Mobutisme. C'était le Mobutisme. Ouais. Alors maintenant, Kabila, quand il est venu, il a initié le cours d'éducation civique. Malheureusement, il est décédé. On a mis ça dans les tiroirs. C'est la Lisadel qui a pris l'initiative de pouvoir ressusciter cette idée. Et le programme d'éducation civique, aujourd'hui, dans les écoles, c'est notre initiative. Et ça, c'est entre parenthèses. Et nous sommes battus. Kabila, le père, le fils, on n'a pas manqué de le faire. On a fait des mémorandums. On a fait des plaidoyers. Nous sommes allés au Parlement, rencontrer le président du Parlement. Nous sommes allés au Parlement, travailler avec la commission des COFIN pour comment on pouvait monter le budget de l'éducation pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Parce que les enfants des pauvres n'y accèdent pas. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloquait? J'ai travaillé avec Macaire, le ministre Macaire. Il parlait de la gratuité verbalement. Il y avait des documents où on parlait de la gratuité, mais en réalité, il n'y avait rien. Mais ils disent qu'ils avaient commencé ça. Non, il était question que quelqu'un paye à la place des parents. Et ce qui n'a pas été fait. Quand on parle, on discute, nous avons commencé la gratuité. De poser la question, qui payait à la place des parents? Mais ça, c'est le ministre qui l'a dit. Non, le ministre de l'enseignement. Il a dit, par exemple, monsieur, je crois, comment il s'appelle, tout ça, il dit que la gratuité, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a commencé, c'est eux qui avaient commencé ça. Notre constitution consacre la gratuité. Oui. La loi, la convention relative aux droits de l'enfant consacre la gratuité. Mais le problème, c'est qu'au niveau des textes, on parlait de la gratuité. Comment ça devait être gratuit? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye à la place des parents. Ce qui n'a pas été. C'était la logique. Et il posait la question à celui qui dit que nous avons commencé la gratuité. Quel budget avait-il affecté au système éducatif pour permettre aux enfants d'aller à l'école? Parce que je sais que l'État congolais, au niveau du Parlement, votait le budget à 900 millions de dollars pour l'éducation. Mais dans la mise en œuvre, quand on fait la réduction des comptes, on se rend compte qu'on ne paye que 450 000 dollars ou 500 000 dollars. Ça ne dépassait pas 500 000 dollars. Ce qui représente combien de pourcents? Ça représentait 45% de ce qu'ils avaient voté. Okay. Ça représentait 45% de ce qu'ils avaient voté. Donc le budget, globalement, on disait qu'il parlait de 15%, mais en réalité, il payait 8%. 8% qui payait, on payait 8%. Et ce 8%, qui était consacré au salaire des enseignants, qui était un salaire minable, 140 000 par enseignant. Mais alors, expliquez-nous un peu, M. Joseph. Des 85 en 2001, ou on va même dire en 2006, qu'est-ce qui a réellement changé dans l'éducation, en termes de budget, en termes de compréhension et de perception? De 84 à 2006, je parle de 2012, 13, d'accord. le budget était toujours de 1%.
Kabila est président de la République en 2001, le budget a commencé à augmenter en 2012-2013. Et est-ce que quand le budget a commencé à augmenter, est-ce qu'il y a eu des répercussions? Ça n'a pas eu de répercussions parce que c'était moindre par rapport aux besoins. Oui. C'était moindre et ça ne pouvait pas permettre à ce qu'on puisse régler le problème du système. En fait, tu peux prendre ce téléphone. Donc, c'était un petit budget minable. Ça ne pouvait pas régler le problème. Alors, la problématique, c'est quand Félix Tshisekedi arrive président. Il parle de la gratuité de l'enseignement. On comprend tout de suite qu'il n'est pas le père de la gratuité de l'enseignement parce que ça existait déjà avant. Ça existait à l'époque de Mobutu. Oui, Mobutu avait consacré, donc c'était l'initiative seule de Mobutu, mais ce n'était pas l'initiative de la communauté internationale. C'est Mobutu qui a voulu consacrer assez de moyens pour que les enfants puissent étudier. Mobutu était patriote au départ. Il a consacré assez de moyens pour que... Mobutu était troublé par l'Occident. Si Mobutu lui-même, de par son orgueil, s'il pouvait se mettre à travailler, Mobutu aurait fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, il était mal conseillé, entouré par le blanc. L'autre malheur, c'est que nous sommes plus complexes devant le blanc. Ouais. C'est notre malheur. C'est notre plus grand malheur. Quand le blanc parle, vous croyez que c'est dit la vérité, mais lui, il fait des calculs. Derrière, il vous cache une carte. Il vous présente une face, mais derrière, il a quelque chose qu'il cherche. Et Mobutu a commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a-t-il échoué dans sa politique de la gratuité de l'enseignement ou lui aussi est bloqué par d'autres mains noires? Non, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué parce que la majorité d'écoles se sont retrouvées. Lorsque le président de la République décide de mettre l'enseignement gratuit obligatoire, il augmente le salaire des enseignants. Les enseignants qui avaient dans le village 70 000 francs, ils se retrouvent avec 190 000 francs. Les enseignants qui avaient ici à Kinshasa, qui avaient ici à Kinshasa 140 000 francs, se retrouvent avec 360 000 francs. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. Donc, les enseignants de Kinshasa qui avaient 140 000 francs, se retrouvent avec 360 000 francs. Quand bien même le parent contribuait, il y avait trop peu d'écoles. Trop peu d'écoles à Kinshasa, où le parent s'est retrouvé avec 360 000 francs. Il y avait trop peu d'écoles. Mais est-ce que ça a changé des choses? Ça a changé fondamentalement pour la majorité d'écoles. Malheur en est que, lorsque le ministre de l'EPST, quand il commence à mettre en œuvre, il y a un budget, un montant qu'on lui a donné, il devait savoir qu'il y a des écoles élitistes où les enseignants, avec la contribution des parents, les enseignants étaient payés 500 $, comme Athénée de la Gombe, et comme Collège Boboto, comme Bosangani. Ce sont les grandes écoles élitistes où les parents payaient beaucoup d'argent pour les enfants. Et les enseignants avaient 500 $. Mais alors, quand on fait la gratuité, on ne devait pas généraliser. Parce qu'il y a pendant ces temps, il y avait des enseignants qui avaient 80 000 francs, qui se retrouvent, quand on paye 360 000 francs, ils se retrouvent. Ceux qui avaient 50 000 francs, 200 000 francs, se retrouvent. Mais ceux-là qui avaient 500 $ ont perdu. C'est ça le problème qu'il y a. Et c'est le 10% sur l'ensemble des écoles. Alors, mais pourquoi? Oui, allez-y. Et sur le 10% sur l'ensemble des écoles, c'est sur les 10% qui ne se retrouvent pas que le cardinal s'appuie pour empêcher la mise en œuvre de la gratuité. Je reviendrai sur le cardinal, mais parlons d'abord, monsieur Joseph, sur la question des écoles élitistes. Pourquoi il faudrait qu'il y ait des écoles élitistes et pas d'autres? Partout à travers le monde, ça existe. Il y a des grandes écoles et des petites écoles. Même des grandes universités et des petites universités. De l'État? Pardon? Toujours de l'État? Est-ce qu'il peut y avoir des écoles de l'État, mais il y en a les unes qui sont élitistes et les autres petites? C'est tout à fait normal. Ok. Tout à fait normal parce que vous allez voir la qualité de l'enseignement qui sort de ces écoles-là. Elle est différente de par les enseignants qui ont les cours dans ces écoles. Justement, mais pourquoi il n'y a pas un mécanisme standard? Pourquoi on n'a pas ces petits curseurs qui nous permettent de dire ici c'est le standard acceptable et là c'est le standard inacceptable? Pourquoi nous n'avons pas ça pour que quelqu'un ne soit pas obligé d'être un réfugié académique? Il quitte Boudjala parce qu'il doit venir apprendre à Kin, parce que c'est ici il y a de bonnes écoles, on va créer à Boudjala, il faut y avoir ces grandes écoles, même du temps colonial. Il y avait par exemple le séminaire. Un élève qui sort du séminaire, il a une formation de base solide. Oui. Ça, c'était connu. Oui, mais donc, tous les parents voulaient envoyer leurs enfants. Mais pourquoi on a tout perdu aujourd'hui? On a tout perdu parce que pendant de 84 à ce jour, il n'y a pas eu d'investissement dans les écoles.
il n'y a pas eu de frais de fonctionnement dans les écoles. Vous pouvez vous imaginer, quand vous parlez de la Banque mondiale qui apporte l'appui aux écoles, la Banque mondiale apporte $60 par mois pour les frais de fonctionnement d'une école. Est-ce que $60. Et l'État, du temps de Kabila, l'État apportait $40. Ça fait $100 pour le fonctionnement d'une école. Quelle école peut fonctionner avec $100? Donc, tu vois, la Banque mondiale apporte, c'est contente. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est officiel. Quand vous regardez le grand budget, la Banque mondiale, ils investissent $300 millions dans l'éducation. Quand vous divisez par le nombre d'écoles qui sont ciblées, ça vous fait $40. Mais pourquoi? Alors, c'est $40. J'ai même posé la question une fois dans une réunion avec la Banque mondiale. Mais c'est $40. Vous dites que vous apportez l'appui au Congo. $40, ça peut faire quoi pour le fonctionnement d'une école? Mais pourquoi on se moque de ce pays comme ça? On se moque de ce pays parce que nous-mêmes, les politiciens, nous ne savons pas ce que nous faisons. Alors, dites-nous, M. Joseph, l'Église catholique dit qu'elle a des écoles. C'est à elle, ces écoles. Ces écoles appartiennent à l'Église catholique et que l'État n'a pas d'école, que l'État arrête sa supercherie. Dites-nous, vous qui avez vécu en ce moment-là, comment ça se passait? Est-ce que l'État crée des écoles à lui et qui donne la responsabilité à l'Église catholique? En termes clairs, en lingala, je voudrais dire, bah, école ou Église catholique, ils seraient nani exactement? Ce sont les écoles de l'État. Expliquez-moi ce que l'État n'est pas. Tant la lingala, pour comprendre bien. Ok, expliquez-moi sur la lingala, l'État juste. À l'époque coloniale, l'État pensait que l'Église. En lingala, vous pouvez parler lingala? Lingala français, il n'y a pas de problème. En lingala et français, il n'y a pas de problème. L'Église a la capacité d'organisation et il peut l'aider à pouvoir faire un bon travail. C'est ce que l'État a banni qu'on ça Église Bongo pour construire l'école. Ah, donc c'est l'État qui... L'État a pris Bongo pour construire l'école. Tu vois l'église construire le complexe comme Moboto là. Église avec son nom. Complexe comme Bosangani. L'église avec son nom. Et ça, il y a l'État. L'État a pris Bongo pour construire l'école. C'est ainsi que, lorsque, je crois en 70, quand cardinal Malula, tant qu'il y a eu problème dans Mobutu à l'époque, Mobutu a arraché l'école. Parce que qui est l'État? A récupéré l'école. Après, comme école officielle. Mais c'est à la suite du fait qu'il y a eu un peu de désordre. Mobutu a compris que non, il va détruire le système. C'est une convention. École conventionnelle. Convention, ils ont pour la gestion au nom de l'État. Qui paye les enseignants? Il y a l'école. C'est l'État. Qui ont les frais de fonctionnement? C'est l'État. Donc, Chaoumba, Nabakabamba, et peut-être c'est l'État qui paye. Pourquoi cardinal Azolo avec l'église n'a pas d'école? Est-ce qu'ils ont la force à faire des enseignants? Ils ont l'État. Ils ont fait des enseignants, ils ont fait des frais de fonctionnement. Et je crois qu'il doit donner les frais de gestion aux évêques pour la gestion de ces écoles. Ce sont les écoles de l'État. Mais, en tout cas, Monsieur Joseph, oui. Moto n'est aboué. Parce qu'il y a un qui débat en paix. Catholique à l'Obaka, qui est l'école on est ailleurs et que l'État a une école té, à qui nous sommes ailleurs. Pourquoi? C'est une convention. Tout le bango, convention les Alponani. Convention, les Alponani. Parce que banane va téléméli l'élo éducation. Banane va téléméli la gratuité enseignement. Et banane. Il y a deux personnes. Ok. Il y a ministre de l'EPST. Ok. Qui est de FCC. Ok. Et il y a monseigneur Ambongo. Bah, évêque Moussous, dans d'autres provinces, bah, ça, sur la politique, il y a monseigneur, il y a Ambongo. Parce qu'Ambongo est président. Les autres politiques à l'église, les autres politiques à Yemoko. Parce que quand on parle de l'église catholique, on voit le président de la conférence épiscopale. Il y a 5 ans. C'est lui qui doit décider. Ok. C'est lui qui cardinal les autres pour la ville de Kinshasa. Nambok, dans le village, la province, ils atteignent. Mais pourquoi Azou Salamo? Je crois que vous m'avez aboué. Tant que mon seigneur a bandu que gérer l'école, tant que mes parents ont bandu que foot, mes parents ont payé 20%. Et en bon goût, mes parents ont bandu que foot pour la cardinal. Ah, ça non. Il veut être riche, non? Oh! Parce que c'est bon.
Tant qu'on monnaie que président Félix Saïd m'a cambié à gratuité, et passé, tout passé. Dès qu'il a besoin bon, dès qu'il a le Monseigneur. il faut y que l'Église catholique, à l'époque, bandit qu'on fonctionnait sur base, il y a subside, il y a Rome. Bakamboana ici. Église catholique et bandit Mikolo, ils ont vivre dans l'église de réveil. Sur le dos, il y a des parents, il y a des chrétiens. Donc, ceux qui sont à l'école, il faut que les parents soient foutus. Ils ont moyen de vivre. Donc, aujourd'hui, ils ont des difficultés. C'est ainsi qu'à mon niveau, j'ai dit à mon Seigneur, au cardinal Ambongo, je lui ai dit, ceux qui ont lingo sont Ambongo, négociez parce que vous avez géré l'école et l'État. L'école et l'État. Tu ne peux pas gérer ça comme ça. Il faut, au gouvernement, payer ce pourcentage à frais de gestion. Frais de gestion, il y a l'école, parce que tu travailles pour l'État. Il faut faire bon. Il faut faire bon. Mais pourquoi tu travailles sur le parent? Mais il y a lobby que dans Omélie, il y a dernièrement, a lobby que des parents de Monique, classe il n'y a aucun parent. Il n'y a aucun parent. Le même langage a été tenu en septembre, en 91. Parce que le système de prise en charge n'existait pas. En 90, 91, 12, il y a eu vraiment des problèmes, des révoltes des enseignants, tout ça, et que le pays était tombé en faillite. Le catholique m'a proposé que mes parents contribuer pour école les maths. Autonomie ou contribution des parents. En côté et bandit. Mais, Mikolo, il n'y a aucune raison pour que mes parents battent l'école en charge. Parce que l'État a fait d'enseigner 360 000 francs. Mais est-ce que vous avez 500 battre 500, c'est facile. Il fallait battre le chef de l'État. Il y a des écoles élitistes qui sont autant. Vous devez donner le frais de fonction parce qu'on ne peut pas changer le salaire. Parce qu'on augmente, on donne le salaire différentiel, ça posait des problèmes. Il fallait qu'on leur donne la prime à l'école. La prime permettrait, ou sinon les frais de fonctionnement de l'école, on augmente le frais de fonctionnement des grandes écoles pour permettre, en tenant compte de la prime qu'on va payer aux enseignants. Mais bon, ce qu'on va dire qu'effectivement, Fatia Salaki erreur, il n'aurait pas dû aller comme ça, à planifier ma baie. Papa, ton côté, ton bandit, la bandit depuis, ça fait 25 ans, c'est battre pour la gratuité et salam, pour bananer sur les classes. Ça fait 25 ans, aujourd'hui c'est la 26e année. Mon torsel est là que Félix a salité. Aujourd'hui, les enfants des pauvres, les enfants abandonnés, les enfants orphelins vont à l'école. 2 500 000 enfants, ils vont, 4 millions. 4 millions maintenant. Ils vont à l'école. Il y a des époques où UNICEF fait l'enquête. Ils trouvent 10 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, quand le président a pris la décision, tous les enfants sont allés à l'école. Mais vous n'avez pas d'endroit. C'est la meilleure décision, s'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est la meilleure décision que le chef de l'État a prise. Les écoles devraient être là. Du temps de Macaire, avec le Premier ministre Matata, l'État congolais a fêté 100 millions chaque année pour construire de nouvelles écoles. Il y avait le programme Éducation pour tous au niveau des États-Unis qui a fêté 100 millions aussi. Donc on avait 200 millions de dollars chaque année pour construire les écoles. Et à la fin du mandat de Matata, on devait avoir 8 millions d'écoles construites. 8 millions d'écoles. 8 000 écoles construites. 8 000 écoles construites. Mais on se retrouve à la fin du programme, on parle de 500 classes. Au lieu de 8 000 écoles, on se retrouve avec 500 classes. Pas 500 écoles, mais 500 classes. On commence à parler du nombre de classes. 500 classes, c'est pas 200 c'est pas 200 écoles. Pas du tout. Oui. 500 classes. Sur 800 millions de dollars investis, on se trouve avec 500 classes. Donc c'est ça le travail. Mais comment c'est on n'allait pas avoir de problèmes d'école. On n'allait pas avoir de problèmes d'école. Parce qu'on a pris 4 ans à construire les écoles. On y va avoir 8 000 écoles. Mais alors, monsieur Justave, dites, de l'État. Le comportement, comment Bolingi Bamindele va respecter Bino? On va respecter Binotin? Non, écoutez. Bamindele Bazanakati. Ils sont des farceurs. Les Mindele. Vous prenez les Mindele comment? Ils sont des farceurs. Les Mindele sont dedans. Comment les Mindele leur prêtent l'argent? Sans voir des réalisations. Non, pour ça, pas ils se retrouvent. Quand ils donnent, on les retourne. Ah oui, je vois. C'est peut-être ça. C'est ça. Quel Mindele? Il ne faut jamais faire confiance à un Mindele. Les Mindele et les Noirs sont les mêmes. Sauf que nous sommes bêtes. Nous les faisons de manière désordonnée. Les Mindele sont les mêmes. Parce que les Mindele, chez eux, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Non, ils ne peuvent pas. Ils envoient l'argent ici pour qu'ils se retrouvent.
Ils font des plaidoyers chez eux. Non, il faut financer le Congo, tout ça. Après, il dit, bon, monsieur, vous avez eu autant d'argent, moi j'ai quoi dedans? On lui donne sa part, il est content. Mais quand ça vient chez vous, malheureusement, ce qui tombe chez nous, on ne fait rien avec. Alors, mais vous avez parlé de cardinal. Parce qu'il faut rappeler que tout ça, là, 3 démarches ou 4 démarches décisives pour fonder la cour de cassation. Quand vous fondez ministre pour la première fois une société, une ONG, et fondez un ministre Namboka pour bloquer le sabotage, saboter gratuité enseignement, Bozo interpellé cardinal Mbongo. Namakambouana, Bozo Sengaba limogé. Par exemple, comme le Premier ministre a limogé ministre et EPST, secrétaire et enseignement, je crois, secrétaire général, et puis Bosengi Memba Longo, la directeur de Yamambouya, il y a Sekopé. Expliquez-moi clairement, voici le problème. Ok. Le chef de l'État, sur base, il y a rapport, il y a syndicaliste, le rapport de syndicalistes qui était réuni à Bibois. Ils ont dit au président de la République, Soko tient 2 milliards 400 millions de dollars. Chaque année, l'enseignement sera gratuit ou obligatoire. Et si vous payez à chaque enseignant 200 dollars, le président a dit, ok, je veux battre pour augmenter le volume du budget affecté à l'EPSP, 2 milliards 400 millions pour payer les enseignants. Et la gratuité concernait l'école primaire. Ce n'était pas l'école secondaire. Les parents devaient continuer à payer l'école secondaire en attendant qu'on termine avec le primaire. Et puis quand on maîtrise le primaire, maintenant le président devait passer aux étapes secondaires. Mais le ministre a saboté. Vous dites a saboté. Il a saboté. Il a rendu et l'enseignement primaire et secondaire gratuit. Ça veut dire quoi? Il a augmenté le salaire et des anciens des écoles secondaires et des anciens des écoles primaires. Or, l'école secondaire devrait continuer à être prise en charge par les parents. Jusqu'au moment où on devait maîtriser la situation de l'école primaire. Donc le changement ne concernait pas les écoles secondaires. Non, ça concerne l'école primaire. Ni les primes, ni les salaires, on ne devait pas le toucher là-bas. On ne devait pas toucher là-bas. Seulement l'école primaire. L'école primaire. Ok. Mais lui a généralisé. C'est pour mettre le gouvernement en difficulté de payer. C'est fait à dessein. À dessein. Ok. Il paye les enseignants. Et puis quand il paye, les huissiers et les licenciés ont le même salaire. Comment ça? Tous ont 360 000 francs. Et les huissiers, et les professeurs, et les directeurs, tous ont le même salaire. Mais ces désordres viennent d'où, monsieur? C'est le ministre de l'EPST qui a mis ça en place pour troubler la tête des gens. Est-ce que ce n'est pas l'ambiguïté du président de la République lui-même? Le président n'était pas ambigu. Le président parlait de l'enseignement fondamental. Il a augmenté le salaire des enseignants des écoles secondaires, le salaire des enseignants de l'école primaire, tout en oubliant qu'il y a les frais de fonctionnement. Et puis quand il fait ça, il ne tient pas compte des avantages acquis par certaines grandes écoles. D'accord. Ça ne pouvait que créer des troubles. Parce que la première chose, comme en tant que responsable des grandes écoles, des établissements, il devait catégoriser les écoles en tenant compte de la participation des parents. Et ce qu'il n'avait pas fait. En tant que ministre, il n'a pas fait. Il n'a pas catégorisé les écoles pour pouvoir d'abord payer à la place des parents. De telle sorte que lorsque l'État devait augmenter le budget, ceux qui avaient moins, ceux qui ont reçu peu d'argent, on devait continuer à augmenter leur salaire jusqu'à ce qu'ils devaient atteindre les autres qui avaient 500 dollars. Mais parce que nos enfants disent qu'ils n'étudient pas aujourd'hui. S'il vous plaît. Oui. Les enfants des écoles qui se sont retrouvés, les écoles où l'enseignant avait 140 000, il a 300 000, ces écoles, les cours se donnent normalement. Mais les écoles où les enseignants étaient payés 500 dollars ont posé des problèmes depuis l'année passée. Ces problèmes n'étaient pas réglés. Deuxièmement, pour mettre le gouvernement en difficulté, ou sinon mettre le président en difficulté, le ministre va créer de nouvelles unités. Comment il a fait? Parce que c'est là aussi le problème. Le problème. Il a fait ce qu'on appelle la restructuration du fonctionnement du système. Là où il y avait une seule sous-division, il en fait 3. Dans la sous-division d'après l'arrêté de Macaire, on doit engager 28 personnes dans la sous-division. Dans la sous-division, 28 personnes. Mais le ministre envoie dans la sous-division 1300 personnes pour une salle
qui représente 7 mètres sur 7. Attendez, M. Joseph. Vous dites 28, initialement 28 personnes. 28 personnes. Mais lui envoie 1300 personnes. 1300 personnes. Pas 300, mais 1000. 1300 personnes Mais c'est pas possible. dans la sous-division. C'est pas possible. Il y a des affectations par les commissions d'affectation qu'ils ont envoyées dans les écoles, dans les sous-divisions, 1300 personnes. Ils créent les provinces éducationnelles. Ah ben ça c'est un scandale alors. Ils multiplient le besoin. Ils créent les provinces éducationnelles. Et les provinces éducationnelles, quand tu es chef de division, tu as au moins 10 millions de francs congolais. Quand tu es chef de CECOPE, tu as au moins 10 millions de francs congolais. Et ils multiplient les provinces éducationnelles. Et le service CERNI, qui était un petit service au niveau de la division, avec l'effectif de 8 personnes, il l'élève au rang de la direction. Avec combien de personnes? Il a fait 400 personnes au niveau de la direction. Et il a fait ainsi dans toutes les provinces. Et dans la ville de Kinshasa, on ne peut pas s'imaginer le nombre de personnes. Les non-payés, quand Macaire partait, les nouvelles unités, ils étaient à 130 000, identifiés. Les listings étaient là, 130 000 personnes à payer. Au mois de janvier, tout le monde était payé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de payer ceux qui sont dans la liste, ils vont payer les fictifs qu'ils ont créés là. Et ceux qui sont dans la liste ont payé quelques-uns. Ce qui a fait du problème. Aujourd'hui, on se retrouve avec 370 000 personnes que le président doit payer, qui ont affecté dans les divisions. 370 000 personnes. Il faut demander, la question qu'il faut poser à la question au ministre, poser la question, il y a combien d'enseignants debout et combien d'enseignants assis? Vous allez vous rendre compte que tous ces les chiffres, le nombre de personnes qui est gonflé au niveau de l'effectif, ça vient des enseignants debout. C'est quoi les enseignants debout? Les enseignants assis. Ce sont les administratifs qui sont des CECOPE, qui sont à la CENI, qui sont à... Mais pourquoi en avoir autant? Il a mis ça pour mettre le président devant la difficulté de pouvoir continuer à mettre en œuvre la gratuité. Alors, mais monsieur Joseph, ça va être trop facile d'accuser le ministre de mégestion. Est-ce que le ministre ne se fonde pas sur un soubassement du président de la République? Peut-être qu'il a profité de l'ambiguïté du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a été formel dans sa vision? S'il vous plaît. Le chef de l'État n'est pas un technicien. Le chef de l'État, c'est un visionnaire. Il dit, je voudrais que les enfants aillent à l'école. Qui met en œuvre? C'est le Premier ministre, le ministre chargé du département. Oui. Le ministre doit avoir la capacité d'interpréter la vision du chef de l'État en acte. Mais pourquoi il n'a jamais été interpellé? Si le ministre n'est pas capable de le faire, pourquoi il fait? Mais pourquoi il n'a jamais été interpellé? Ni par son Premier ministre, ni à l'Assemblée nationale, pour de besoins pareils. Vous êtes les seuls quasiment à en parler. Pourquoi? Non. Il y a la dame ici, Cécile de Sieko, a parlé au président. Il y a eu une réunion chez le président. La réunion qui a débouché sur l'audit de IGF. Tu as eu le rapport de Si, j'ai le rapport de l'IGF. Et l'IGF. ce rapport-là Oui. a été fait à la suite des consultations entre le président de la République, le Sieko et le ministre. C'est ce que le président a voulu qu'on puisse diligenter oui, l'enquête afin d'établir les responsabilités. Et c'est cette enquête qui a débouché sur le rapport de... Est-ce que c'est vrai que le ministre du secteur est promoteur des écoles privées? Il a beaucoup d'écoles privées. Beaucoup d'écoles Quand vous allez en face du stade, oui. Il a une école privée, son école. Quand vous allez à Bandal, il y en a, je crois, 2. Et il a beaucoup d'écoles, des grandes écoles. Et ces écoles-là, aujourd'hui, sont prises en charge par l'État. C'est pas vrai, quand même. Comment ça? D'ailleurs, je vous informe aussi qu'il y a eu beaucoup d'écoles privées qu'on a cooptées. Même les CECOPE menaient des marches moyennant le paiement, coopter les écoles privées. Pour l'avantage ni. La vision, c'est de pouvoir gaspiller de l'argent pour empêcher la mise en œuvre de la gratuité. C'est la vision. Est-ce que Zamabé, que ministre, il a épesté, en même temps promoteur d'école? Il y a un conflit d'intérêt? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est lorsque il prend ces écoles, il le met
parmi les écoles qui doivent être payées par l'État. C'est ça le problème. Et vous êtes sûr qu'il a fait ça? Il a fait ça. Vous avez des preuves, M. Joseph? Moi, j'ai discuté avec les CECOP, en fait, les CECOP, les chefs des CECOP qui sont dans la sous-division, mais qui me donnent toutes les informations. Toutes les écoles, il y a beaucoup d'écoles privées aujourd'hui qui ont été cooptées par le ministre. C'est juste pour augmenter le chiffre de personnes non payées qui devaient empêcher le président de pouvoir obtenir l'atteindre l'objectif. Ok, en lingala, je voudrais naïm souwe. Ça fait 2 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Combien d'écoles il y a à construire déjà? Sur fond, il y a l'État a créé combien d'écoles? Parce que Chaoumba, par exemple, Kabamba, qui 20, 30 dans la salle, mais depuis gratuité, il est obligé de 50 personnes dans la salle, 100 personnes dans la salle, et qu'il y a aujourd'hui un véritable problème, il y a des écoles. L'État en a des écoles, dans l'infrastructure, il y a malongate, mais ils ont imposé dans l'école, une école conventionnée, bandi mabana ofele, des places, ma koko sur les alliés côté. Papa, cette histoire-là, c'est de la mauvaise foi et du montage. Ce pays-ci, je vous ai dit au départ que le gouvernement Matata devrait donner à ce pays 8000 écoles. Il n'a pas fait. Le président arrive, il trouve 4 millions d'enfants dans la rue qui ne vont pas à l'école. Il le prend en charge. Où est la faute qu'il a commise? Où est la faute? Mais vous le prenez en charge, oui, mais pour le placer où? Il prend en charge. Il sait qu'il y a des écoles officielles de l'État qui sont sous-équipées, qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Parce qu'à l'époque, quand beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école, ils sont chassés parce que les parents ne payent pas. Et dans les écoles, il y a un sous-effectif. Mais si le président décide que tous ces enfants-là puissent regagner l'école parce que lui-même va payer, où est le problème? Donc, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, tout simplement. Et c'est la mauvaise foi du cardinal? C'est la mauvaise foi du cardinal parce que le cardinal va s'y retrouver à travers la contribution des parents. C'est la mauvaise foi du ministre parce que le ministre a torpillé le système. Il a augmenté. Tu sais, en principe, voici ce qui se passe. Au début de l'année, le gouvernement de la République vote un budget. Le budget, c'est par rapport aux besoins qui sont identifiés. Lorsque vous êtes au niveau de l'EPSP, on sait d'avance qu'il y a autant d'enseignants, autant de professeurs, autant, qu'il doit avoir autant, les faits de fonction, c'est autant. Si vous avez besoin de faire des réformes, vous devez les proposer au gouvernement. Que cette fois-ci, je fais faire des réformes, voici ce qui ça va m'écouter. On intègre ça dans le budget. Ce n'est pas pendant le parcours que vous allez, dans la mise en œuvre du budget, vous commencez à créer des besoins. On appelle ça détournement. Moi, je suis acteur social. Je discute avec un bailleur de fonds. Il me dit, monsieur Kayembe, voici l'argent pour accompagner les femmes en justice. Je prends cet argent-là, je vais acheter la bouffe pour les femmes. Quand le partenaire va venir, où sont les femmes que tu as accompagnées? Non, j'ai acheté des bouffe pour eux. On m'arrête, on me dit de rembourser l'argent. Vous comprenez? Ça, on appelle ça détournement. L'argent destiné aux besoins prévus par le budget ne peut jamais être détourné pour d'autres besoins. Les grands problèmes que le ministre a commis, c'est d'avoir créé le besoin qui n'existait pas au moment où on a adopté le budget. Ce sont les besoins qu'il a créés en dehors du budget. Et ces besoins-là, il a créé ces besoins juste dans le but politique d'empêcher la mise en œuvre de la gratuité. Et ce besoin font qu'aujourd'hui, il se trouve en difficulté de payer les gens qu'il a recrutés. Et d'autres enseignants qui devaient déjà être payés depuis le mois de janvier. Très bien. Je vous informe même que c'est pendant la période de coronavirus, pendant les mois de coronavirus, le ministre est à son bureau en train de préparer les commissions. Il a commissionné beaucoup de gens. Et tous les troubles que nous avons ici, c'est pendant la période de coronavirus, les chefs de division, les sous-chefs de division étaient dans le bureau pour recevoir les actes des commissions envoyées, les agents qui étaient envoyés. Aujourd'hui, pouvons-nous dire à quel niveau on se situe? Sommes-nous contre le mur? Sommes-nous en train de pleurer, en train de regretter la gratuité de l'enseignement? Ou il y a encore de l'espoir, on peut se relever? Mon frère, il n'y a pas la solution en dehors de la gratuité. La gratuité, ce n'est même pas une affaire du président de la République. C'est une affaire de la communauté internationale. Je vous informe
que je suis allé aux Nations Unies participer en 2001 à l'Assemblée spéciale consacrée aux enfants, les enfants du monde. Le Rwanda, ici en face, il affecte 50% de son budget à l'éducation. L'Ouganda, 40% du budget à l'éducation. Il n'y a aucun pays du monde qui consacre moins de 20% du budget. C'est une obligation internationale. Il n'y a que le Congo qui tourne en rond. Le président est venu, il a rehaussé le budget de l'éducation. En même temps, il a ordonné que tous les enfants aient à l'école. L'argent que le président a donné, c'est suffisant pour les enseignants. Ok. Mais le problème qui s'est posé, c'est un petit problème qui peut être réglé de manière responsable en augmentant le salaire, en augmentant le frais de fonctionnement des écoles pour permettre à ce que l'école puisse donner de la prime aux enseignants qui ont eu à perdre leur avantage. Alors, qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Qu'est-ce que vous dites à la nation congolaise? Quel est votre schéma, votre recette magique pour sauver la gratuité de l'enseignement et permettre aux milliers d'enfants d'aller gratuitement à l'école avec une bonne qualité de l'enseignement? D'abord, je voudrais vous annoncer que le 10 décembre coïncide avec la journée internationale des droits de l'homme. Et vous préparez une marche? Nous préparons une marche au niveau national pour que tous les parents se mettent dans la rue. Dire non à Monseigneur en Bongo pour son implication dans la gestion des écoles. D'ailleurs, il n'en a pas le pouvoir ni qualité. La gestion des écoles relève de la compétence de l'État. Ce n'est pas un Monseigneur, soit-il un cardinal, qui doit s'ingérer dans la gestion des écoles. Deuxièmement, demander à ce que tous ceux qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont mis ça dans les poches, que la justice puisse s'occuper d'eux. Parce qu'en fait, le président de la République n'est pas un magicien. Le président, il fonctionne, le budget que l'État lui donne, ça vient des services. Mais l'argent n'entre pas dans la caisse de l'État. Il y a des individus qui ont détourné l'argent de l'État, qui doivent rembourser pour permettre à l'État de réaliser la vision, la gratuité et d'augmenter les salaires des personnes mis à la disposition de l'État. Donc nous devons marcher pour que qu'on puisse interpeller toutes les personnes qui sont citées. Et vous avez cité ces 3 personnes? Il y a des rapports qui ont été faits par IGF et d'autres, avec d'autres organisations internationales. Et tous ces rapports-là, même le rapport des Mamping, et tous ces rapports-là devaient être mis en œuvre pour que nous puissions récupérer l'argent de la République, afin de permettre au gouvernement de pouvoir répondre aux besoins éducatifs des enfants. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que l'État trouve l'argent pour financer l'enseignement, construire des écoles, financer l'enseignement à la mesure de nos souhaits? Trouver l'argent, il peut le trouver. Où? Premièrement, l'État vivifie des taxes. Toutes les taxes n'arrivent pas à l'État. Tout l'argent est détourné par le coulage des recettes et tout ça. Toutes les recettes sont détournées par les individus. Si la justice commence à fonctionner de manière merveilleuse, nous espérons qu'il va mettre la panique dans les cœurs des gens. L'argent va retourner chez l'État. Deuxièmement, l'État a la possibilité, à travers le fonds des pensions d'éducation, créer une taxe pour l'éducation. Dans tous les produits de consommation, on lui met une taxe pour l'éducation. Ça se fait à travers le monde. Ça ne rendra pas la vie difficile? S'il vous plaît. Si on met... Il y a beaucoup de taxes dont on ne sait pas, qu'on n'est pas la destination. Mais si on met la taxe dans tous les produits de consommation, pour l'éducation... $1 dans chaque crédit, par exemple, dans chaque carte d'unité. Exact. Un franc, on met quelque chose, ça va permettre à ce que l'État, à la fin, se retrouve avec des millions pour construire les écoles, pour donner des moyens. Parce qu'on dit, même si on reproche au président de la République qu'il n'a pas construit les écoles, il veut les construire avec quels moyens? Il fait le construire avec quels moyens? Les gens disent qu'ils auraient dû commencer d'abord par là. Non. Puis, les gens rêvent. On ne peut pas. Pendant qu'ils commencent à construire les écoles, les enfants naissent, les enfants grandissent. Parce qu'eux n'attendent pas. Ils ne vont pas à l'école. Oui, ils ne vont pas à l'école. Vous dites, bon, moi j'ai construit les écoles. Dans 3-4 ans, vous allez reprendre. Il y aura combien d'écoles qui seront, combien d'enfants qui seront au chômage et combien d'enfants dont l'âge scolaire sera déjà dépassé. Donc c'est le problème que nous avons. Est-ce que vous pensez que s'il y a remaniement, que l'on puisse céder le ministère de l'EPST au FCC, ou vous pensez que le chef de l'État devrait le garder Notre souci majeur, c'est de dire au président de la République, le ministère de l'EPST, le ministère de l'enseignement supérieur, on ne peut plus donner aux politiciens. Dans la société civile, il y a des gens qui ont des capacités, qui ont l'histoire, qui ont la capacité, qui ont l'expertise, qui ont une vision, qui peuvent prendre ces ministères, les élever au rang, au niveau où ils peuvent vouloir. Mais s'ils le confient aux politiciens, c'est la catastrophe. Vous voyez, vous avez remarqué que l'EPST a comme
vice-ministre, le ministre de l'UDPS. Ouais. Mais il a quel comportement? Il s'est confondu avec le ministre de l'EPST. Ils sont confondus parce qu'ils ont trouvé les intérêts. En fait, les Congolais sont les mêmes. UDPS, FCC sont les mêmes. Parce que les Congolais, ils viennent tous de la société. La société est pourrie. Donc la situation que nous traversons dans le pays, c'est une crise mentale, une crise réelle d'hommes, qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les gens. Quand il est en dehors du système, il se plaint. Mais quand il est dans le système, il fait comme tout le monde. L'unique personne en qui nous pouvons faire confiance, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour ce pays. Je disais toujours aux Blancs, dans ce pays, quand nous aurons un président dont le cœur n'est pas attaché au bien, le pays va se développer. Et vous pensez que Félix Tshisekedi, son cœur n'est pas attaché au bien? Félix, de par son éducation, de par les actes qu'il a posés, que nous avons suivis, nous croyons qu'il n'est pas suivi, il n'est pas attaché à l'argent. Le grand problème que nous avons dans ce pays, c'est le fait que la plupart des gens qui ont géré ce pays-ci, commençant par M. Mobutu, ils sont attachés à la richesse. Et quand quelqu'un est attaché à la richesse, il va devenir plus riche que le peuple. Exact. C'est ça le problème. Aujourd'hui, M. Kabila, on parle qu'il a 21 milliards d'euros, pendant que la population n'a rien. Lui a 21 milliards d'euros. Un individu. Ça on dit. Parmi ses collaborateurs, il y a des gens qui ont des milliards, des millions, des milliards. Ça n'a aucun sens pendant dans un pays où les gens sont pauvres. On ne sait jamais si c'est vrai d'ailleurs cette histoire. Alors parlons de 10 décembre. La marche partira d'où? Ça sera quel est l'itinéraire? Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Nous pensons que ça partira de Limete jusqu'ici au Palais du Peuple et dans toute la République. Nous sommes en train de nous atteler pour que toute la population s'implique, pour que nous puissions tous marcher le 10 décembre pour exiger que tous ceux qui ont volé l'argent de la République puissent être interpellés par la justice. Comptez sur moi pour faire la promotion de cette marche. Merci. Je crois que je serai personnellement là et je mettrai vos médias en contribution. Oui, et puis vous n'allez pas devoir payer. Parce que je crois qu'il faut soutenir cette activité, il faut soutenir cette œuvre. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire au cardinal et aux autres cardinaux? J'ai dit au cardinal que le cardinal, son rôle, c'est d'accompagner le gouvernement. Son rôle, c'est d'aider les enfants orphelins, les enfants, consoler les cœurs des pauvres, les vulnérables. Le cardinal ne peut pas être un frein pour empêcher aux enfants des pauvres d'accéder au système éducatif. Lui qui sait que dans ce pays-ci, les orphelins, quand l'école est payée, les orphelins n'y accèdent pas, les enfants des pauvres n'y accèdent pas. Mais si lui s'érige en obstacle pour empêcher ses enfants, sa conscience doit être interpellée. Vouloir demander à ce que nous puissions retourner à l'ancien système, c'est même devant Dieu, Dieu ne pourra pas lui pardonner. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, il devait se mettre à côté du pouvoir pour lui demander, l'accompagner dans la mise en œuvre de la gratuité, parce que c'est notre souci à nous tous, pour que tous les enfants congolais puissent aller à l'école. Allez-y. Ça, c'est un. De deux, nous disons au ministre. Oui, parce que j'allais poser la question, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre de l'EPST? J'ai dit au ministre de l'EPST, sa place n'est pas au ministère de l'EPST, sa place est en prison. C'est pas possible. Sa place est en prison. Parce que les choses qu'il a fait au niveau de l'EPST, dans un pays normal, qui fonctionne normalement, il serait déjà en prison. Mais comme nous sommes dans un pays où toute personne ne s'occupe de rien, c'est pourquoi il a posé tous les actes illégaux et on les regarde. On a même dit qu'il a posé il a pris des faux arrêtés. Même des faux arrêtés, on les regarde. Dans un pays normal, aujourd'hui, il sera en prison. Et avec son collectif le directeur de Sekopé. Je vous informe que le ministre, le secrétaire général de l'EPSP, c'était l'ancien directeur de Sekopé. Je voudrais te dire, mon frère Christian, mets la main sur les cœurs. Ce pays, quand vous regardez comment les gens s'enrichissent illicitement, tu ne peux pas croire. Lorsque le pays entre en programme d'action structurelle avec la Banque mondiale en 1984, l'effectif enseignant pour l'ensemble de la République, c'était 160 000. Posez-vous la question. Il n'y a pas eu d'investissement de 1984 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu d'investissement. Parce que l'unique investissement qu'on voulait faire avec Matata, ça n'a pas réussi. Mais l'effectif enseignant est parti de 160 000, du temps des Macaires, à 540 000. Comment? Ce sont les écoles qui sont dans les mallettes des individus. On paye les individus. Et les anciens députés, les anciens ministres,
il peut y avoir 3-4 écoles agréées qui sont dans les lycées Tova, au CECOPE, ils sont payés. Et vous le voyez, il n'est plus en fonction, il vit normalement avec l'argent de l'éducation. La majorité des gens de FCC, les gens de Kabila, les gens de Mobutu, ils vivent de ça. C'est le système qui a été mis en place depuis longtemps. Qu'il faut démanteler. Qu'il faut démanteler. Et qu'est-ce que si on peut le démanteler, il n'y aura pas plus de 300 000 enseignants qu'on va payer. Alors, pour terminer cette émission, que dites-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au président de la République lui-même? Et on termine par là. Je dis au président de la République que ce pays-ci a beaucoup souffert parce qu'il n'y avait pas un président. Aujourd'hui qu'il est président de la République et qu'il a le cœur à l'œuvre, parce que nous le voyons à l'œuvre. Le peuple congolais le prend en charge. Le président doit pouvoir peser de son poids pour que la gratuité de l'enseignement fondamental soit une réalité. Il doit nous débarrasser de ce ministère de gens véreux, comme les ministres de l'EPST, comme les directeurs des CECOPE, comme les secrétaires généraux. Il doit nous débarrasser de ce genre-là pour que le système marche. L'avenir de la République, ce sont les enfants. Le président a compris que ce sont les enfants qui font l'avenir de la République. Mais malheureusement, il a confié la direction de la République, du ministère de l'Éducation, de la formation des enfants, aux personnes qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir conduire ce ministère. Ainsi, nous demandons au président de la République que dans l'avenir, s'il doit mettre en place, ou doit reconstituer le gouvernement, le ministère de l'EPSP, le ministère de l'Enseignement, ne soit plus jamais confié aux politiciens. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Godé Kayembe. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la Ligue de la zone d'Afrique pour la défense des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. À moi de vous remercier. Le plateau est ouvert pour vous. Je crois qu'on va vous recevoir encore avant les 10 pour maximiser la promotion de cette marche. Je voudrais aussi, chers parents, de vous demander de sortir un peu de la peur. Les parents ont très peur des écoles, ainsi de suite, parce que finalement, c'est vous qui êtes des victimes. N'enrichissez pas les gens parce qu'ils veulent s'enrichir. C'est une initiative. Je vous invite à la soutenir. Manifestons notre volonté de dire non à ces prédateurs, bien évidemment. Donc, c'est à nous de voir maintenant. Si nous ne venons pas les 10, ça veut dire que nous devons accepter l'oppresseur. Et donc, on veut être dans l'oppression, alors c'est à nous de voir. Venons, moi je vous appelle d'être là nombreux, parce que moi je serai là aussi. Et ça sera un grand honneur. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Congo. Toyembani, loyembo lonene ya lisanga.